Il y avait une clause dans un testament que personne n'avait jugé utile de lui mentionner. Il y avait un duc qui aurait pu la demander en mariage et qui avait choisi, pour des raisons qui ne prenaient tout leur sens qu'à 3 heures du matin, de ne pas le faire. Et il y avait une femme qui, ce mardi soir, au bout d'une longue table où le gibier refroidissait dans les sauces, pliait sa peur en silence comme elle pliait les robes de la comtesse, avec l'efficacité tranquille de qui a déjà soldé un compte et n'attend plus de reçu. Le duc reposa son verre. Il ne le posa pas brusquement. Il le posa comme on referme une porte sur une pièce qu'on ne compte pas rouvrir tout de suite. Puis il dit, sans lever la voix, de cette façon frontale qu'ont les hommes trop haut placés pour craindre l'inconvenance, « Mademoiselle, vous d'abord, parlez la première. » Le silence se fit comme un plat qu'on retire. La comtesse ouvrit la bouche. Il ne la regarda pas. Il regardait Marguerite et elle comprit, trop tard pour reculer sa chaise, que la question ne portait pas sur le temps qu'il faisait. « Il sait, songea-t-elle. Il sait ce qu'il y avait dans le testament et il veut me l'entendre ignorer. » C'était mars 1816. D'abord Paris, la boue grise des quais, les cochers qui juraient sous la pluie fine. Puis Vaubernier, la propriété froide au bout d'une route de peupliers nus, la maison où l'on fermait les volets à 5 heures et où le vent trouvait toujours un interstice pour entrer. Marguerite Perrin avait 26 ans, 2 robes grises et l'habitude de compter les couverts pour ne pas compter autre chose. Elle avait une écriture penchée, irrégulière au bout des lignes, comme si la main se fatiguait toujours au même endroit. Elle passait le pouce sur le bord ébréché de sa tasse quand elle croyait qu'on ne la regardait pas. L'ourlet de sa robe de demi-matinée, couleur de plomb, avait été reprisé avec un soin qui valait mieux que la robe. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, la ville, l'heure, je les lis tous. Et si ces histoires de ducs et de dames font respirer votre cœur un peu plus lentement, laissez ici un abonnement. C'est ma façon silencieuse de savoir que vous êtes revenu. Ceci est une œuvre de fiction située dans la France de 1816. Les personnages, les noms et les situations sont entièrement imaginaires et toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels n'est qu'une pure coïncidence. Elle reposa sa fourchette sans un bruit. 4 mots avaient réglé sa conduite. Le premier soir, dans le vestibule glacé de Vaubernier, prononcé par la gouvernante en chef, « Madame Lachance », une femme sèche qui portait ses clés comme d'autres portent un titre. Une dame de compagnie ne parle pas à table. Marguerite avait plié la consigne le soir même. Elle savait tenir une cuillère sans qu'elle tinte contre la porcelaine. Elle savait avaler une remarque sans qu'elle parût sur son visage. Elle savait disparaître entre le potage et le rôti, se faire aussi mince qu'un pli dans une nappe. Pendant 4 mois, elle avait été le meuble le plus discret de la maison, et cela lui avait convenu, parce qu'un meuble ne doit rien, un meuble n'espère rien, un meuble ne peut pas être renvoyé pour avoir dit une phrase de trop. Or voilà que le maître de la maison, du haut de sa table, lui demandait la seule chose qu'on lui avait interdit de faire. La comtesse de Vaubernier, Adélaïde, la sœur du duc défunt de sa femme, cousine par alliance, veuve elle-même et installée à Vaubernier comme on s'installe dans un fauteuil qu'on estime dû, posa sa main baguée à plat sur la nappe. « Émile », dit-elle, et le prénom claqua comme un rappel à l'ordre. La petite n'a rien à dire qui puisse nous intéresser. Le duc ne détourna pas les yeux de Marguerite. Il avait l'expression de quelqu'un qui a déjà entendu cette phrase des centaines de fois et qui a cessé quelque part en chemin de la trouver vraie. « Je vous écoute », répéta-t-il plus doucement, et il y avait dans ce mot une prière déguisée en ordre. Marguerite releva les yeux. Elle soutint ceux du duc. Elle songea qu'elle avait passé 4 mois à se rendre invisible dans une maison qui, tout ce temps, avait su son nom mieux qu'elle. Elle songea qu'une femme à qui l'on demande enfin de parler ferait bien de choisir sa première phrase comme on choisit un couteau, par le manche, du côté qui ne coupe pas la main. « La sauce a tourné, monsieur le duc, dit-elle. Le gibier a trop attendu. Si vous voulez mon avis, c'est la seule chose qui mérite qu'on en parle à cette table ce soir. » Ce n'était pas ce qu'il attendait. Cela se vit à une chose.
Il ne bougea pas pendant un instant long comme le battement du grand cartel dans le vestibule, et puis quelque chose passa sur son visage qui n'était pas un sourire, mais qui en avait la charpente. La comtesse eut un rire bref, soulagé, méprisant. Vous voyez, rien. Mais le duc n'avait pas ri, lui. Il regardait Marguerite avec l'expression de quelqu'un qui vient de recevoir une réponse dans une langue qu'il croyait avoir cessé d'entendre et qui doit maintenant décider s'il l'a bien comprise. Il faut revenir en arrière, parce que rien de ce qui se dit à une table ne commence à cette table. Marguerite était arrivée à Vaubernier au mois de novembre précédent, engagée à Paris par l'entremise d'une agence de la rue du Bac qui plaçait des demoiselles de compagnie chez des veuves difficiles. On l'avait prévenue. La maison était froide, la comtesse exigeante, le duc absent, un homme qui avait perdu sa femme 2 ans plus tôt et qui traversait ses propres couloirs comme un visiteur. On ne lui avait pas dit qu'elle avait un nom dans cette maison avant même d'y poser le pied. Elle n'avait pas de famille. C'était la première chose qu'elle disait d'elle-même. Et la dernière, entre les deux, il n'y avait rien qu'elle jugeât utile de raconter. Elle avait été élevée dans un couvent de la Marne par des religieuses qui lui avaient appris à lire, à compter et à ne rien attendre. À 18 ans, elle avait été placée. À 26, elle avait servi 4 maisons, plié un nombre de robes qu'elle ne comptait plus et appris que la meilleure façon de ne pas être blessée était de ne jamais laisser voir où l'on pouvait l'être. La première fois qu'elle avait vu le duc, il ne l'avait pas vu, elle. C'était un matin de gel. Elle traversait le vestibule avec un panier de linge et il descendait le grand escalier, une lettre à la main, l'air d'un homme qui relit une phrase pour la 3e fois sans parvenir à la croire. Il était passé à côté d'elle, comme on passe à côté d'une chaise. Elle avait remarqué qu'il avait les cheveux gris aux tempes, plus jeune pourtant qu'elle ne l'aurait cru, la quarantaine, peut-être 43 ans, pas davantage, et qu'il tenait la rampe de la main gauche à cet endroit précis du 3e palier où l'acajou était usé jusqu'au clair, comme si la maison entière avait pris l'habitude de s'appuyer là. Le duc s'appelait Émile de Vaubernier. Il y avait dans la façon dont les domestiques prononçaient ce nom quelque chose qui n'était pas tout à fait de la crainte et pas tout à fait de la pitié. On disait qu'il n'avait pas remis les pieds dans l'aile où sa femme était morte. On disait qu'il passait ses nuits dans la bibliothèque aux 2 niveaux, avec ses 2 escaliers de fer forgé et ses registres de comptes, à faire et refaire des additions que personne ne lui demandait. On disait, c'était Madame Lachance qui le disait, en pinçant les lèvres, qu'un homme qui ne dort pas cherche quelque chose qu'il a perdu et qu'il refuse d'admettre qu'il ne le retrouvera pas. Marguerite ne croyait pas aux choses qu'on dit. Elle croyait à ce qu'elle voyait, et ce qu'elle voyait dans les premières semaines, c'était un homme qui mangeait peu, parlait moins, et regardait par la fenêtre abattie débordant sur le jardin en contrebas, comme si quelqu'un devait en revenir. La bibliothèque de Vaubernier était le cœur froid de la maison. On y accédait par une porte à double battant que personne ne fermait jamais tout à fait. 2 étages de rayons, un balcon de fer, une échelle qui coulissait sur un rail avec un chuintement qu'on entendait de la pièce voisine. C'est là qu'un soir de décembre, envoyé porter du bois, Marguerite avait trouvé le duc endormi dans un fauteuil, un registre ouvert sur les genoux, une bougie brûlée jusqu'aux bobèches. Elle n'avait pas fait de bruit. Elle avait posé le bois, ranimé le feu, et elle allait sortir quand son regard était tombé sur la page ouverte. Ce n'étaient pas des comptes. C'étaient des colonnes de chiffres, oui, mais suivies chacune d'un prénom, d'un lieu, d'une date. Et à mi-page, soulignée 2 fois, il y avait une ligne qu'elle n'avait pas eu le temps de lire en entier, parce que le duc avait bougé dans son sommeil, et qu'elle était sortie comme on sort d'une pièce où l'on n'aurait pas dû entrer. Elle avait vu un mot pourtant, un seul, Perrin, son nom, dans un registre qu'elle n'avait pas le droit de lire, dans la maison d'un homme qui ne lui avait jamais adressé la parole. Elle n'en avait rien dit. À qui l'aurait-elle dit ? Elle avait plié cette question avec les autres, dans le pli intérieur de sa robe, où elle rangeait tout ce qui ne devait pas se voir, et elle avait continué de compter les couverts. Mais la question, elle, ne s'était pas pliée. C'était le propre des questions. On pouvait les ranger, elles ne tenaient jamais dans le tiroir qu'on leur assignait. Le lendemain du dîner où le duc lui avait demandé de parler, la maison entière avait changé de température.
bien que le thermomètre n'eût pas bougé. La comtesse fit venir Marguerite dans le petit salon à 10 heures. Elle brodait ou faisait semblant. L'aiguille montait et descendait sans qu'il en résultât grand-chose. « Vous avez été impertinente hier soir, » dit-elle sans lever les yeux. « On m'a demandé de parler, madame. On ne vous a rien demandé du tout. Mon beau-frère traverse une période difficile. Il lui arrive de dire des choses pour éprouver les gens. Vous n'êtes pas les gens. Vous êtes ici pour me tenir compagnie, et une dame de compagnie ne parle pas à table. Est-ce clair ? » « C'est clair, madame. »« Bien, » l'aiguille reprit. Puis avec une douceur qui était pire que la sécheresse, vous vous imaginez peut-être des choses. Une jeune femme sans nom, dans une maison comme celle-ci, finit toujours par s'imaginer des choses. Je vous le dis pour votre bien, ne vous imaginez rien. Cela finit mal pour les femmes qui n'ont rien de commencer à espérer. Marguerite ne dit rien, mais sa bouche fit quelque chose qui était la retenue précise d'un sourire. Elle savait mieux que la comtesse ce qu'il en coûtait d'espérer. C'était précisément parce qu'elle le savait qu'elle avait cessé. Ce qu'elle ignorait tenait en une clause. Une seule ligne dans le testament de la duchesse défunte, la femme du duc, morte 2 ans plus tôt d'une fièvre qui l'avait emportée en 11 jours. Une ligne lue à voix basse par le notaire, maître Fauconnet, un matin de janvier où l'on avait justement envoyé Marguerite porter des lettres à la poste du bourg, à 2000 de là, sous une pluie qui traversait la pèlerine. Une ligne qui la nommait, elle, la demoiselle sans nom de famille, qui comptait dans le monde, et qui liait à ce nom une somme, une maison basse au bout du parc de Vaubernier, l'ancienne maison du régisseur, et une condition. Personne n'avait jugé nécessaire de l'en avertir. Le duc, lui, avait choisi le silence, non par cruauté, par une raison plus difficile, une raison qui ne prenait tout son sens qu'à 3 heures du matin, quand la maison dormait et que lui non plus ne dormait pas. Mais nous n'en sommes pas encore là. Recommençons, plus lentement, comme on relit une lettre importante. La duchesse défunte s'appelait Hélène. Marguerite ne l'avait jamais connue. Elle était arrivée 2 ans après la mort. Mais on parlait d'Hélène à Vaubernier comme on parle d'un temps où il faisait plus clair. Les vieux domestiques disaient qu'elle descendait à la cuisine, qu'elle connaissait le nom des enfants du jardinier, qu'elle avait fait planter une serre au bout du jardin en contrebas parce qu'elle voulait des oranges au mois de février. La serre existait toujours. On l'avait laissée à l'abandon, disait-on, parce que le duc ne supportait pas d'y entrer. Marguerite y était entrée, elle, un dimanche de janvier, en cherchant un coin où l'on ne la trouverait pas pendant 1 heure. La serre était fermée par une porte que le gel avait faussée. À l'intérieur, l'air était étonnamment doux, pas chaud, mais vivant. Comme si quelque chose refusait d'y mourir tout à fait. Il y avait un poêle de fonte au fond, entretenu par une main invisible. 2 orangers survivaient, maigres, têtus, et sur une étagère, un thermomètre à mercure et un petit carnet où quelqu'un notait chaque jour à l'encre la température relevée. 16 degrés, 16 degrés, 15, 16. Marguerite avait refermé le carnet. Elle avait regardé longtemps les 2 orangers, puis elle était repartie sans rien dire, parce qu'une femme qui n'a rien apprend vite à ne pas s'attacher aux serres des autres. Elle ne savait pas encore que c'était le duc qui entretenait le poêle, qu'il descendait les nuits où il ne dormait pas, ranimer le feu d'une serre où sa femme avait voulu des oranges, et noter la température dans un carnet, comme on tient la main de quelqu'un qui n'est plus là. Il y avait quelque chose dans cette maison qu'elle n'avait pas encore le vocabulaire pour nommer. Les jours suivants, le duc changea ses habitudes d'une façon si légère que Marguerite seule le remarqua. Il descendit dîner. Il ne descendait presque jamais. On lui montait un plateau dans la bibliothèque. À présent, il descendait, prenait sa place au bout de la longue table, et c'était cela, l'anomalie. Il posait une question à Marguerite, toujours une, toujours anodine. « Que lisiez-vous cet après-midi dans le petit salon, mademoiselle ? On m'a dit qu'il avait neigé sur les peupliers ce matin. Est-ce vrai ? Trouvez-vous que le feu tire mal dans la salle à manger ou est-ce moi ?» Et chaque fois,
La comtesse tentait d'intercepter la question comme on intercepte une lettre, et chaque fois le duc attendait, sans la regarder, la réponse de Marguerite. Il ne la regardait pas non plus, elle, avec insistance. Il regardait un point médian entre sa tasse et la fenêtre, et il écoutait. « Vous jouez un jeu dangereux », lui souffla un soir Madame Lachance, dans le couloir, sa lampe à la main. La gouvernante n'aimait pas Marguerite, mais elle n'aimait pas non plus le désordre, et ce qui se tramait à cette table était un désordre. Une fille qui répond au maître finit dans la rue, ou pire, j'en ai vu passer, elles croient toutes qu'elles sont différentes. Je ne crois rien du tout, Madame Lachance. Je réponds parce qu'on me pose une question. Le jour où l'on cessera de m'en poser, je cesserai de répondre. La gouvernante la regarda avec l'expression de quelqu'un qui a déjà vu comment finit cette phrase. Elle ne dit rien. Elle s'éloigna, sa lampe faisant osciller les ombres du couloir. Et Marguerite resta seule avec la sensation d'avoir été prévenue d'un danger qu'elle ne pouvait pas encore voir. Ce qu'elle voyait, en revanche, c'étaient les registres. Une nuit de la fin janvier, envoyé de nouveau porter du bois, on l'y envoyait exprès. Elle commençait à le comprendre comme on tend un piège avec une amorce. Elle avait trouvé la bibliothèque vide et le registre ouvert sur le pupitre, près de la lampe encore chaude. Le duc venait de sortir. Elle avait quelques minutes. Elle n'aurait pas dû. Elle le savait. Elle le fit quand même, parce qu'il y avait son nom là-dedans, et qu'une femme a le droit de savoir ce qui s'écrit sous son nom. Le registre n'était pas un livre de comptes ordinaires. C'était le relevé, tenu de la main du duc, des dettes de la maison, mais aussi des créances, des rentes, des sommes dues et des sommes prêtées. Et à plusieurs pages revenait le nom d'un homme, Vasseur, Barthélemy Vasseur, un cousin de la comtesse, apprit-elle plus tard. Un homme qui vivait à Paris de dettes et d'espérance et qui attendait de Vaubernier quelque chose que le testament de la duchesse Hélène, apparemment, lui refusait. Et puis, à la dernière page tenue à jour, cette ligne, celle qu'elle avait entrevue un mois plus tôt, à présent lisible en entier. L'Aigues-Perrin, maison du régisseur, Parc Nord, 4000 francs, conditions non remplies. Conditions non remplies. Marguerite referma le registre. Son cœur battait d'une façon qu'elle n'aimait pas, parce que c'était le battement de l'espoir, et qu'elle avait juré de ne plus le laisser entrer. Une maison, 4000 francs, une condition qu'elle ne connaissait pas et qui n'était pas remplie. Que fallait-il remplir? Et par qui? Et pourquoi personne dans cette maison ne lui avait rien dit? Elle entendit le chuintement de l'échelle sur son rail. Le duc était revenu par le balcon du haut. Il avait dû y monter chercher un livre. Il la regardait depuis la galerie de fer avec l'expression de quelqu'un qui vient de surprendre exactement ce qu'il espérait et qui n'en tire aucune satisfaction. « Vous lisez vite, mademoiselle, dit-il. » Elle ne se troubla pas. C'était sa force, le sang-froid. On ne la prenait pas en défaut parce qu'elle n'attendait jamais rien de bon et n'était donc jamais surprise que par le pire. « Je lis mon nom, monsieur le duc. C'est le seul mot de cette page que j'avais le droit de connaître et c'est le seul qu'on m'ait caché. » Il descendit l'escalier de fer lentement. Il ne semblait pas fâché. Il semblait, c'était le mot qu'elle chercha, sans le trouver tout à fait, soulagé, comme un homme qui portait seul un objet trop lourd et à qui l'on vient d'offrir de le poser un instant. « Que voulez-vous savoir » demanda-t-il. « Tout, c'est beaucoup. » Alors le commencement. Il resta un moment sans parler. Du côté de la fenêtre, le vent poussait la pluie contre les vitres à petits coups réguliers, comme quelqu'un qui frappe et sait qu'on ne lui ouvrira pas. « Ma femme vous a laissé quelque chose, dit-il enfin. Une maison, une somme. Ce n'est pas grand-chose au regard de ce que vous croyez peut-être. C'est beaucoup au regard de ce que vous avez. Votre femme ne me connaissait pas. Je suis arrivé 2 ans après sa mort. Je sais. Alors comment ? » Et là, pour la première fois, le duc détourna les yeux. C'était un homme qui soutenait les regards, tous les regards, avec l'aisance de sa naissance. Et voilà qu'il regardait ses propres mains, posées à plat sur le pupitre, comme s'il y cherchait la suite d'une phrase qu'il n'avait jamais dite à voix haute. « Il se fait tard, dit-il. Madame Lachance va s'inquiéter de vous. » Ce n'était pas une réponse. C'était une porte qu'on referme doucement, de l'intérieur.
Marguerite fit la révérence. « Bonsoir, monsieur le duc. » Elle sortit. Mais elle emportait cette fois une question de plus, et cette question-là ne se pliait pas du tout. Pourquoi un homme qui n'avait qu'à parler choisissait-il, phrase après phrase, de se taire au moment précis où le silence lui coûtait le plus? Il faut dire un mot du monde, parce que le monde ne laisse jamais deux personnes tranquilles bien longtemps. Février arriva, et avec lui l'annonce d'un bal. Pas un grand bal parisien, un bal de province chez les Monclar, à 3000 de Vaubernier, la seule grande maison des environs qui rivalisa avec celle du duc. On y attendait le comté entier. La comtesse s'en réjouissait avec une avidité qu'elle cachait mal. C'était l'occasion, disait-elle, de rappeler au duc qu'il était vivant et de lui rappeler surtout l'existence de mademoiselle de Rives. Clémence de Rives, 22 ans, 15 000 francs de rente, un teint de porcelaine et un rire qu'elle savait doser comme un parfum. « Il faudra bien qu'il se remarie », dit la comtesse à Marguerite, tandis que celle-ci lui ajustait une épingle. Un duc sans héritier, c'est une maison qui meurt. Mademoiselle de Rives ferait une duchesse convenable. Elle sait se taire, elle. Un coup d'œil dans le miroir. Elle sait à quelle table on parle et à quelle table on écoute. Marguerite planta l'épingle sans que sa main tremble. Elle sera très heureuse, madame, j'en suis sûre. Vous viendrez au bal. Moi, madame? Il faut bien quelqu'un pour tenir mes affaires et me rafraîchir la mémoire des noms. Vous resterez le long du mur, vous ne parlerez à personne. Un sourire dans le miroir. Ce sera facile pour vous, c'est votre spécialité. Le bal des Monclar fut, pour Marguerite, une leçon de géographie. Elle apprit qu'un mur peut être un pays entier et qu'on peut y vivre une soirée sans que personne franchisse la frontière. Elle se tint le long du mur, dans sa robe grise, la moins fatiguée des deux, et elle regarda le monde tourner. Elle vit mademoiselle de Rives rire au bon moment. Elle vit la comtesse conduire le duc vers elle, comme on conduit un cheval vers l'abreuvoir. Elle vit le duc s'incliner, danser une fois, correctement, sans un mot de trop. Et puis, du côté des cartes, elle vit un homme qu'elle ne connaissait pas la regarder, elle, le long de son mur, avec une attention qui n'avait rien d'aimable. Un homme d'une quarantaine d'années, mis avec plus de soin que de moyens, le genre d'homme dont les manchettes sont plus fraîches que le linge qu'on ne voit pas. Il vint à elle sans se presser, un verre à la main. « Vous êtes la demoiselle de Vaubernier, dit-il. Ce n'était pas une question. Je suis au service de madame la comtesse. Je sais qui vous êtes. Je sais même mieux que vous qui vous êtes. » Il but une gorgée. « Barthélemy Vasseur, cousin de la comtesse, vous avez lu mon nom, je crois, dans certains registres. » Marguerite ne sia pas. « Je ne lis pas les registres qui ne me regardent pas, monsieur. »« Bien sûr que non. » Il sourit. C'était le sourire d'un homme qui a l'habitude qu'on lui mente et qui a cessé d'en prendre ombrage. « Laissez-moi vous épargner du temps, mademoiselle. Il y a dans le testament de feu ma cousine par alliance une clause absurde, une bonté de mourante. Elle a voulu léguer à une demoiselle de compagnie qu'elle n'avait pas encore engagée, vous, comme il se trouve, puisque c'est vous qu'on a engagé à sa place, une maison et une somme. La clause est assortie d'une condition. Tant que la condition n'est pas remplie, la maison et la somme reviennent à la succession, c'est-à-dire, en bonne partie, à moi. Et quelle est cette condition? » Vasseur eut l'air enchanté. « Vous ne la connaissez pas. » Il rit doucement. « C'est délicieux. On ne vous a rien dit. » Il se pencha et sa voix baissa d'un ton, non par discrétion mais par plaisir. « La condition, mademoiselle, c'est que le duc vous épouse, avant la Saint-Jean qui suit votre entrée dans la maison, c'est-à-dire avant le 24 juin de cette année. Passé ce jour, la clause tombe, la maison me revient et vous retournez plier des robes pour la prochaine veuve difficile. » Le sol ne bougea pas sous les pieds de Marguerite, parce qu'elle avait passé sa vie à s'assurer que le sol ne bougea jamais. Mais quelque chose, à l'intérieur, se referma, comme une porte au bout d'un long couloir. « Le duc vous épouse.
Voilà donc ce qu'il taisait. Voilà ce que la comtesse craignait. Voilà pourquoi on l'envoyait porter des lettres les matins où le notaire venait. Toute la maison connaissait le prix de sa tête et le seul homme qui pouvait le payer avait choisi de descendre dîner, de lui poser des questions anodines et de ne rien dire. Vous comprenez à présent, reprit Vasseur, pourquoi le duc joue avec vous. Un homme dans sa position ne peut pas simplement laisser tomber la clause, ce serait déshonorer la mémoire de sa femme, dont c'était la dernière volonté. Mais épouser une fille sans nom, une servante, le monde en rirait pendant 10 ans. Alors il attend le 24 juin. Il vous parle, il vous regarde, il se donne bonne conscience, et le jour venu, la clause tombera d'elle-même, et il n'aura rien eu à refuser. C'est très habile, c'est même élégant. Il vida son verre. Je vous le dis par charité, mademoiselle. Ne vous imaginez rien. Vous n'êtes pas une promise, vous êtes un délai. Il s'inclina et s'en alla, la laissant contre son mur dans sa robe grise, avec la sensation d'avoir enfin reçu, après 4 mois, le reçu qu'elle n'attendait plus. Elle ne pleura pas. On ne pleure pas contre un mur, dans une maison qui n'est pas la sienne, avec une comtesse à 30 pas qui n'attend qu'un prétexte. Elle lissa son gant. Elle tourna le visage d'un demi-degré vers la fenêtre, là où la nuit de février était noire et honnête. Et elle décida, avec le calme de qui a déjà tout perdu et sait exactement combien cela pèse, qu'elle ne serait le délai de personne. Le retour à Vaubernier se fit dans la voiture close. La comtesse ravie de sa soirée, mademoiselle de Rives évoquée à chaque tournant. Le duc a dansé avec elle. Vous avez vu? Une seule fois, c'est vrai. Mais une première fois est toujours une seule fois. Marguerite regardait par la vitre les peupliers défiler comme des barreaux. De l'autre côté de la banquette, la comtesse parlait, et Marguerite comprit que la comtesse aussi connaissait la clause, et que toute cette conduite, le bal, mademoiselle de Rives, les avertissements, n'avaient qu'un but. Occuper le duc jusqu'au 24 juin, pour que la maison du régisseur et les 4000 francs retombent dans une succession dont son cousin Vasseur tirerait sa part, et elle la sienne. Il y avait donc contre elle une arithmétique. Ce n'était pas nouveau. Toute sa vie avait été une arithmétique où elle était la retenue qu'on oublie. Ce qui était nouveau, c'était le duc. Et le duc, elle ne parvenait pas à le faire entrer dans l'addition. Le lendemain, elle l'évita. Le surlendemain aussi. Elle répondait à ses questions du dîner par le strict nécessaire, le regard baissé, redevenu le meuble. Elle le vit s'en apercevoir. Il ne posa plus de questions. Il se contenta de la regarder, du bout de la table, avec l'expression de quelqu'un qui a fait une addition et n'aime pas le résultat. Le 4e soir, il l'attendit dans le couloir de la bibliothèque. Il n'y avait pas de bougie, seulement la lueur du feu par la porte entrebâillée. « Vous ne me parlez plus, dit-il. Une dame de compagnie ne parle pas, monsieur le duc. On me l'a rappelé. C'est moi qui vous ai demandé de parler. Et c'est vous qui saviez pourquoi et qui vous êtes tu. » Le silence, cette fois, fut long. Le feu craquait dans la pièce voisine. Quelque part au-dessus, une porte battit dans un courant d'air. Marguerite tenait ses mains devant elle, l'une dans l'autre, comme on tient quelque chose qu'on ne veut pas laisser tomber. « Vous savez pour la clause, dit-il enfin. Ce n'était pas une question. Votre cousine me l'a apprise. Enfin, le cousin de votre belle-sœur, monsieur Vasseur. Il a été très charitable. Il m'a expliqué que j'étais un délai. » Le duc ferma les yeux un instant. C'était le geste d'un homme qui reçoit un coup qu'il attendait d'un autre côté. « Vasseur !» dit-il, et le nom, dans sa bouche, avait le poids d'une vieille dette. « Bien sûr. Est-ce vrai, monsieur le duc ?» Elle s'entendit poser la question et sa voix ne trembla pas, ce dont elle fut fière comme d'un travail bien fait. « La condition, c'est le mariage. Et vous attendez le 24 juin pour n'avoir rien à refuser. » Il la regarda alors avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue et qu'elle mit longtemps ensuite à savoir nommer. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du calcul, c'était quelque chose qui était peut-être le début d'une reddition. « Ce n'est pas pour cela que je me tais, dit-il. Alors pourquoi ?» Mais il ne répondit pas.
Il fit un pas de côté, lui livrant le passage vers l'escalier, avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre que la vérité, dite au mauvais moment, blesse plus qu'un mensonge. « Bonsoir, mademoiselle Perrin », dit-il, et c'était la première fois qu'il l'appelait par son nom de famille, celui qui était écrit dans le registre. Perrin. Il le prononça comme on rend un objet emprunté. Elle monta se coucher. Elle ne dormit pas. À 3 heures du matin, l'heure où, elle le comprenait à présent, la maison entière semblait tenue éveillée par les choses qu'on n'y disait pas, elle regarda par la fenêtre de sa mansarde et vit, tout en bas, au fond du jardin en contrebas, une lueur dans la serre abandonnée. Une seule fenêtre éclairée dans toute la nuit. Quelqu'un, là-bas, entretenait un feu pour 2 orangers têtus. Elle sut, sans avoir besoin qu'on le lui dise, qui c'était. Et elle commença à comprendre que le silence de cet homme n'était peut-être pas ce que Vasseur en avait fait. Les semaines de mars passèrent comme passe l'eau sous la glace. On ne la voyait pas, mais on l'entendait travailler dessous. La comtesse redoubla d'invitations à mademoiselle de Rives, qui vint prendre le thé 2 fois, puis 3. Marguerite servait le thé. Elle apprit à connaître mademoiselle de Rives et découvrit à sa propre surprise qu'elle ne pouvait pas la détester. C'était une jeune fille douce, un peu sotte, élevée pour plaire et terrifiée à l'idée d'épouser un veuf de 20 ans, son aîné, qu'elle trouvait triste comme une église en semaine. Un après-midi, comme Marguerite ramassait un fil sur le tapis, mademoiselle de Rives lui glissa à voix basse. « Vous croyez qu'il m'aimera un jour ?» Et Marguerite, qui n'avait pas le droit de parler, répondit tout de même. « Je crois que vous méritez qu'on vous aime, mademoiselle. C'est déjà beaucoup, et ce n'est pas donné à tout le monde. » Mademoiselle de Rives lui serra la main. Ce fut, dans cette maison, le seul geste de tendresse gratuite que Marguerite reçut cet hiver-là, et il vint de sa rivale. Le duc, lui, changea de tactique. Puisqu'elle ne lui parlait plus à table, il cessa de descendre à table. Mais il commença à laisser des choses. C'était une manière à lui, comprit-elle peu à peu. Cet homme qui ne disait rien parlait par objet. Un livre sur la console du couloir, avec un signet à une page qu'elle lisait le soir et qui, chaque fois, disait quelque chose qu'il ne disait pas. Un jour, une orange, une seule, mûre, impossible en cette saison, venue de la serre, posée sur le rebord de la fenêtre du petit salon, à l'endroit précis où elle s'asseyait pour recoudre. Elle ne la mangea pas. Elle la garda dans le pli intérieur de sa robe, contre elle, jusqu'à ce que le parfum s'en efface, parce qu'elle n'avait jamais possédé quelque chose d'aussi absurde qu'une orange en mars. Puis vint la fausse défaite, comme elle vient toujours, à l'heure où l'on croit que le pire est déjà passé. Ce fut au début d'avril. Maître Fauconnet, le notaire, revint à Vaubernier. On envoya Marguerite au bourg, comme d'habitude, mais cette fois elle ne partit pas. Elle confia les lettres au fils du jardinier, revint par le jardin, entra par la serre et gagna la bibliothèque par l'escalier de service. Elle voulait entendre. Elle avait décidé qu'on ne disposerait plus de sa vie dans une pièce dont on l'écartait. Elle entendit. Assise sur la dernière marche de l'escalier de fer, dans l'ombre de la galerie haute, elle entendit maître Fauconnet expliquer au duc, de sa voix plate de lecteur de clause, que le délai courait toujours, que la Saint-Jean approchait et qu'il fallait prendre une décision, monsieur le duc, dans un sens ou dans l'autre. Elle entendit la comtesse, présente elle aussi, pressée. « Laissez la clause tomber, Émile. Personne ne vous en tiendra rigueur. » C'était une lubie d'Hélène. Une bonté de fièvre. On ne construit pas une maison sur la dernière phrase d'une mourante. Et elle entendit le duc dire, d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas, basse et sans appel, c'était sa volonté. Sa volonté était absurde. Sa volonté était juste. Elle avait compris quelque chose que vous n'avez jamais voulu comprendre, Adélaïde. Et quoi donc? Un silence. Marguerite retint son souffle. Qu'il y a des gens dans cette maison qui valent mieux que les gens qui y sont nés. La comtesse eut un rire mauvais. Alors épousez-la, épousez votre plieuse de robe. Faites de Vaubernier la risée de 3 provinces. Vous verrez combien de portes se ferment. Vous verrez si mademoiselle de Rives ou toute autre fille bien née remettra jamais les pieds ici.
Vous serez le duc qui a épousé sa servante, et votre fils, si vous en avez un, sera le fils de la servante. Voilà l'héritage que vous laisserez. » Et alors, c'est cela que Marguerite entendit, et c'est cela qui la brisa mieux que tout ce qu'avait dit Vasseur. Le duc ne répondit pas, il ne défendit rien, il se tut. Ce long silence d'homme qui pèse, qu'elle avait toujours lu comme un traitement, comme une pensée en marche, cette fois, elle le lut comme ce que la comtesse voulait qu'il fût, une hésitation. Il hésitait. Devant le prix à payer, il hésitait. Elle se releva sans bruit, elle redescendit par la serre. Elle passa devant les 2 orangers sans les regarder. Tout était perdu, non pas la maison, non pas les 4000 francs, elle n'y avait jamais vraiment cru, mais la seule chose à laquelle, malgré tous ses serments, elle avait fini par se laisser aller à croire, qu'un homme, une fois dans une vie, pouvait la choisir contre son propre intérêt. Il hésitait. C'était déjà répondu. Ce soir-là, elle fit ce qu'elle savait faire mieux que quiconque. Elle plia ses 2 robes. Elle rangea ses maigres affaires dans le baluchon avec lequel elle était arrivée. Elle écrivit, de son écriture penchée qui fatiguait au bout des lignes, une lettre de 3 phrases à la comtesse pour donner congé. Et elle décida de partir à l'aube, à pied jusqu'au bourg, avant que la maison s'éveille, comme partent les gens qui n'ont personne à qui dire au revoir. Elle ne dormit pas. À 3 heures du matin, la lueur brillait de nouveau dans la serre. Elle descendit. Elle ne saurait jamais très bien dire pourquoi. Peut-être parce qu'on ne quitte pas une maison sans regarder une dernière fois la seule pièce où l'on a eu chaud. Elle traversa le jardin gelé dans le noir, sa cape sur les épaules, et poussa la porte fossée de la serre. Le duc était là, en manche de chemise, agenouillé devant le poêle de fonte, une bûche à la main. Il ne se retourna pas tout de suite. La chaleur du petit feu faisait trembler l'air. Sur l'étagère, le thermomètre et le carnet ouvert. « Vous devriez dormir, mademoiselle, » dit-il sans se retourner. « Vous non plus, monsieur le duc. Moi, c'est différent. » Il posa la bûche. Il se releva, s'essuya les mains à un linge et se tourna vers elle. Dans la lumière du poêle, il paraissait plus jeune et plus vieux à la fois. Plus jeune parce que la fatigue avait démonté toute sa hauteur. Plus vieux parce qu'elle voyait pour la première fois tout ce qu'il portait. « Je viens ici toutes les nuits. Depuis 2 ans. J'entretiens le feu pour 2 arbres qui ne donneront plus jamais d'oranges convenables, dans une serre que ma femme a fait bâtir parce qu'elle voulait des fruits au mois de février. C'est ridicule. Je le sais. Vous êtes bien placé pour trouver cela ridicule, vous qui n'avez rien et qui ne gaspillez rien. Je ne trouve pas cela ridicule. » Il la regarda. « Non, je trouve que c'est la seule chose sensée que j'ai vue dans cette maison. » Elle avança d'un pas. « On garde chaud ce qu'on ne peut pas garder. C'est tout ce qu'on peut faire quand on ne peut plus rien faire d'autre. » Il y eut un silence. Le carnet, sur l'étagère, portait la température de la veille. 16 degrés. La main du duc, elle le vit, tremblait légèrement, et il la referma pour que cela ne se vît pas. « Je pars demain, monsieur le duc, dit-elle. À l'aube, j'ai donné congé à madame la comtesse. Vous n'aurez pas à attendre le 24 juin. La clause tombera d'elle-même, puisque je ne serai plus là. Votre cousin aura sa maison. Vous garderez la vôtre et votre nom, et vous pourrez épouser mademoiselle de Rives, qui est douce et qui mérite qu'on l'aime. Tout sera plus simple. » Elle avait préparé ce discours dans le noir de sa mansarde. Elle l'avait voulu net, sans reproche, digne. Elle le prononça sans une faille, et elle attendit qu'il la remerciât, qu'il eût l'air soulagé, qu'il confirmât par son soulagement même tout ce qu'elle avait entendu dans la bibliothèque. Il ne la remercia pas. Il resta un long moment à la regarder avec l'expression de quelqu'un qui a répété une phrase des centaines de fois dans sa tête et qui la trouve, au moment de la dire, plus lourde qu'il ne croyait. Puis il dit, sans lever la voix, avec cette façon frontale, qui ne craignait pas l'inconvenance, « Vous avez entendu tout à l'heure dans la bibliothèque. » Ce n'était pas une question. Elle ne répondit pas. C'était une réponse. Vous m'avez entendu me taire quand ma belle-sœur m'a mise au défi de vous épouser, et vous avez pensé que je me taisais parce que j'hésitais. Il eut un mouvement de tête, très lent. Vous êtes une femme qui lit vite, mademoiselle Perrin, mais vous avez lu trop vite.
Alors dites-moi ce que je n'ai pas lu. Je me suis tu, dit-il, parce que la personne à qui je voulais poser la question n'était pas dans cette pièce. Elle était en train de descendre l'escalier de service, en croyant qu'elle partait sans bruit. Et je ne pose pas devant Adélaïde de Vaubernier une question que je n'ai pas encore eu le droit de vous poser à vous. Marguerite ne dit rien. Sa gorge était serrée d'une façon qu'elle ne se pardonnait pas. « Je ne me suis pas tue par calcul, reprit-il. Je me suis tue parce que je refuse de vous épouser à cause d'une clause. Vous m'entendez? Je refuse. Si je vous demandais aujourd'hui, avant la Saint-Jean, vous croiriez toute votre vie, et vous auriez raison de le croire, que je l'ai fait pour respecter la volonté d'une morte, ou par pitié, ou pour couper l'herbe sous le pied de Vasseur. Vous êtes une femme qui a passé sa vie à être un moyen dans les additions des autres. Je ne veux pas être une addition de plus. » Il fit un pas, un seul. De l'autre côté du petit feu, il n'était plus qu'à quelques pas d'elle. Alors j'ai décidé d'attendre, de laisser la clause tomber, de laisser Vasseur prendre sa maison et sa somme. Et le 25 juin, quand il n'y aura plus rien à gagner, plus une maison, plus un franc, plus une raison au monde de le faire, sinon la seule qui vaille, alors je vous poserai ma question. Et vous saurez ce jour-là qu'elle ne vous coûte rien et ne me rapporte rien, que je vous choisis contre mon intérêt et non pour lui. Le poêle craqua. Dehors, très loin, un chien aboya, puis se tut. Marguerite regardait cet homme qui, pour ne pas la réduire à une clause, avait accepté de laisser filer une maison, une somme et 2 mois de sa propre patience, et qui n'avait rien dit tout ce temps, parce que le dire trop tôt eût tout gâté. Via algo, il y avait quelque chose dans son visage qu'elle n'avait pas le vocabulaire pour nommer. Il y avait quelque chose dans cette pose. Il y avait quelque chose dans la façon dont il tenait ses mains fermées pour cacher qu'elle tremblait. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas du calcul. C'était un homme qui avait trouvé, dans le seul langage qu'il posséda, celui des feux entretenus la nuit, des livres laissés ouverts, des oranges impossibles, la façon de dire une chose qu'il ne s'autorisait pas encore à prononcer. « Vous auriez pu me le dire, » murmura-t-elle. « Je viens de le faire. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, vous ne m'auriez pas cru. » Il eut, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, quelque chose qui ressemblait vraiment à un sourire, quoique très fatigué. « Vous ne me croyez pas tout à fait maintenant. » C'était vrai. Elle ne le croyait pas tout à fait. Une femme qui n'a rien apprend à ne pas croire, parce que croire est la seule dépense qu'elle ne peut pas se permettre. Mais elle regardait le carnet, sur l'étagère, où était notée chaque nuit la température d'une serre pour personne, et elle songeait qu'un homme qui tient un tel carnet pendant 2 ans ne ment peut-être pas sur ce qu'il est prêt à garder chaud. « Je pars quand même demain, » dit-elle. Quelque chose se ferma dans le visage du duc très brièvement, puis se rouvrit parce qu'il comprenait. « Bien sûr, je ne peux pas rester dans cette maison en attendant le 25 juin comme on attend un jugement. Je ne veux pas être ici pour votre patience, monsieur le duc, ni pour la clause, ni contre elle. Si vous devez me poser une question, vous me la poserez ailleurs. Un jour où je ne serai plus au service de personne, où je ne dormirai plus sous votre toit, où je pourrai dire oui ou non sans que ce soit un domestique qui réponde à son maître. » Il la regarda longtemps, puis il inclina la tête comme un homme devant un argument qu'il ne peut pas réfuter parce qu'il est meilleur que le sien. « Où irez-vous ? J'ai une cousine à Chartres, modiste. Elle m'a écrit qu'elle avait de l'ouvrage. » C'était vrai à moitié, elle avait une cousine. La cousine avait de l'ouvrage. Et Marguerite ne lui avait jamais demandé si elle avait de la place, parce que demander était encore une dépense. Mais elle irait, elle savait travailler. On a toujours besoin de mains qui savent tenir une aiguille sans faire de bruit. « La serre est à 16 degrés, » dit alors le duc. Elle ne comprit pas d'abord. Puis elle comprit, et son cœur fit une chose qu'elle lui interdisait depuis des années. « Si un jour vous voulez revenir, » continua-t-il, sans la regarder, en fixant le poêle comme s'il s'adressait aux orangers plus qu'à elle. « Elle sera à 16 degrés. En juin, en juillet, en décembre, je continuerai d'entretenir le feu.
Ce n'est pas grand-chose. C'est la seule chose que je puisse vous promettre sans vous acheter. Marguerite reposa doucement la main sur le montant de la porte. « Bonne nuit, monsieur le duc, dit-elle, et elle partit. Mais dans le pli intérieur de sa cape, sa main s'était refermée sans qu'elle l'eût décidé sur la chose qu'elle y gardait depuis mars. Une orange desséchée, dure comme un caillou, qui n'avait plus de parfum et qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à jeter. Elle partit à l'aube, comme prévu. La maison dormait. Madame Lachance, seule, l'attendait dans le vestibule glacé, une lampe à la main, à l'endroit précis où on lui avait dit, 4 mois plus tôt, qu'une dame de compagnie ne parle pas à table. « Vous partez », dit la gouvernante. « Je pars. » Madame Lachance la regarda de haut en bas, avec l'expression de quelqu'un qui fait un dernier inventaire. Puis, contre toute attente, elle tira de sa poche un petit paquet enveloppé dans un mouchoir. Du pain, du fromage, la route est longue jusqu'au bourg. Elle marqua un temps. Je vous avais dit que ça finissait mal pour les filles qui répondent au maître. Vous aviez raison, Madame Lachance. Non, dit la gouvernante, et quelque chose dans sa voix sèche s'était fêlé. J'avais tort, je ne l'avais jamais vu descendre dîner en 15 ans. Il est descendu pour vous. Elle ouvrit la porte sur le froid bleu du matin. Allez, et ne revenez pas parce qu'il vous manque. Revenez seulement si vous êtes sûr. Une femme n'a le droit de se tromper qu'une fois sur ce genre d'homme. Et vous avez déjà dépensé votre foi. Marguerite prit le paquet. Elle ne savait pas quoi dire, et pour une fois, elle ne dit rien. Ce qui était, elle le comprit en franchissant le seuil. La première chose vraiment libre qu'elle faisait dans cette maison. Se taire par choix. Les mois qui suivirent, on ne peut les raconter que de loin, parce que Marguerite elle-même les traversa comme on traverse un pont dans le brouillard, un pas après l'autre, sans regarder en bas. Chartres, la boutique de la cousine, rue des Changes, une échoppe basse qui sentait le feutre et la colle à bonnet. La cousine, Joséphine, une veuve ronde et bavarde qui n'exigeait rien qu'un peu d'ouvrage et un peu de compagnie. Marguerite cousit. Elle cousit des chapeaux pour les femmes des notaires et des drapiers de Chartres, et elle découvrit que ses mains, qui avaient toujours servi les autres, pouvaient aussi faire vivre une personne. Elle gagnait sa vie. Peu quelques francs par semaine, mais à elle. Pour la première fois de son existence, elle rentrait le soir dans une chambre dont personne ne pouvait la renvoyer. Elle ne pensait pas au duc, c'est-à-dire qu'elle y pensait à 3 heures du matin, quand elle se réveillait sans raison et que le silence de la ville était le même que celui de Vaubernier, et qu'elle se demandait si le feu brûlait encore dans la serre, s'il faisait toujours 16 degrés, si un homme s'agenouillait toujours dans le noir, devant un poêle de fonte pour 2 arbres inutiles. Puis le jour se levait, et elle cousait, et elle ne pensait pas au duc. Le 24 juin arriva, la Saint-Jean. Marguerite le sut parce que Chartres alluma des feux comme partout et que les gens dansèrent sur les places. Elle ne dansa pas. Elle resta à sa fenêtre, en haut de la rue des Changes, et elle regarda les feux. Et elle songea, voilà, c'est aujourd'hui que la clause tombe. Aujourd'hui, la maison du régisseur et les 4000 francs passent à Vasseur. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à gagner. Elle attendit de sentir quelque chose, du regret, du soulagement, de la colère. Elle ne sentit qu'une grande fatigue et cette petite chose obstinée, tout au fond, qu'elle n'avait jamais réussi à tuer complètement et qui portait le nom vulgaire de l'espoir. Le 25 juin, il ne se passa rien. Elle cousit. Le 26 non plus, ni les jours suivants. Juillet vint, lourd et doré. Marguerite se dit qu'elle avait été sotte, une fois de plus, de laisser cette petite chose obstinée respirer. Un homme dit beaucoup de choses à 3 heures du matin, devant un feu, quand une femme s'en va. Le jour, à la lumière du monde, avec une belle sœur, un nom, 3 provinces qui regardent. Un homme fait ce que font les hommes de son rang. Il épouse mademoiselle de Rive ou une autre, et il oublie qu'il a promis à sa plieuse de robe de garder une serre au chaud. Elle plia cette pensée-là aussi, la plus difficile de toutes à plier, et elle continua de coudre. Ce fut à la fin de juillet, le 29, un mardi, elle s'en souviendrait toute sa vie, qu'un homme entra dans la boutique de la rue des Changes. Elle était au fond, penchée sur un bonnet de paille, un ruban entre les dents. Elle entendit la clochette de la porte.
Elle entendit Joséphine dire, de sa voix de commerce, « Monsieur désire », et elle entendit un silence, un long silence d'homme qui pèse, un silence qu'elle aurait reconnu entre mille, parce qu'elle avait passé 4 mois à apprendre à le lire. Elle releva la tête. Le duc de Vaubernier se tenait dans l'échoppe basse, trop grand pour le plafond, un chapeau à la main, avec l'expression de quelqu'un qui a fait une longue route et qui, arrivé au bout, ne sait plus très bien comment on descend de voiture. Il avait maigri. Il portait un habit de voyage gris, poussiéreux aux épaules. Il regardait Marguerite du côté opposé de la petite boutique, par-dessus les cartons de ruban et les formes à chapeau, de l'autre côté de la table où elle cousait, avec cette façon frontale qui ne craignait pas l'inconvenance. Joséphine, comprenant sans comprendre, sortit essuyer quelque chose qui n'avait pas besoin de l'être, dans l'arrière-boutique. « Vous êtes loin de Vaubernier, monsieur le duc », dit Marguerite. Le ruban lui était tombé des mains. « Je suis exactement où je voulais être », dit-il. Ils restèrent un moment ainsi, la table entre eux. Dehors, un charretier criait après un cheval. La lumière de juillet entrait par la vitrine et faisait briller la poussière. « La clause est tombée », dit-il enfin. Le 24 juin, Vasseur a eu sa maison. Il l'a déjà vendue, je crois, pour payer ses dettes de jeu. Adélaïde est repartie à Paris. Nous ne nous écrivons plus. Mademoiselle de Rives a épousé un capitaine de dragons au mois de mai. Elle a eu la bonté de m'inviter et j'ai eu la bonté de refuser. Il tourna son chapeau entre ses mains. Il n'y a plus de clause, mademoiselle Perrin. Il n'y a plus de maison à gagner, plus de sommes, plus de belles-sœurs à contrarier, plus de notaires à satisfaire. Il n'y a plus rien à additionner. Marguerite ne bougeait pas. Elle avait posé ses 2 mains à plat sur la table, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. « J'ai attendu 5 semaines après le 24 juin, dit-il, parce que je voulais être sûr, moi aussi, qu'il ne restait vraiment rien. Je ne voulais pas venir le 25, encore chaud de la clause. Je voulais venir un jour ordinaire, un mardi, un jour où rien ne se décide, où le gibier refroidit dans les sauces et où personne ne vous demande de vous taire. » Il posa le chapeau sur un carton de ruban. « Alors voici, je n'ai rien à vous offrir que vous ne puissiez refuser sans rien perdre. Pas de maison, pas de somme, un nom que vous ferez rire si vous le prenez. Une serre au chaud dont personne ne veut plus, avec 2 orangers qui donnent cette année 3 fruits médiocres. Et un homme qui ne dort pas et qui aimerait, avant de mourir, avoir tenu un carnet pour quelqu'un qui puisse le lire. » Il s'arrêta. Il la regardait de l'autre côté de la table, et sa main sur le carton de ruban tremblait légèrement, et cette fois, il ne la referma pas. « Mademoiselle Perrin, dit-il. Vous d'abord. Parlez la première. » C'étaient les mêmes mots, les mêmes exactement qu'au bout de la longue table, ce 1er mardi de mars, quand il lui avait demandé de parler devant la comtesse et le gibier froid. Mais cette fois, il n'y avait plus de comtesse, plus de règles, plus de maison au-dessus de leur tête qui pût la renvoyer. Il n'y avait qu'une échoppe basse qui sentait le feutre, une femme qui gagnait sa vie et un homme qui n'avait plus rien à gagner en le disant. Marguerite regarda ses propres mains. Elle songea à toutes les tables où l'on lui avait dit de se taire. Elle songea à la petite chose obstinée qu'elle n'avait jamais réussi à tuer et qui, ce mardi de juillet, dans la lumière poussiéreuse, se tenait enfin debout au grand jour, sans qu'elle eût à en avoir honte. Elle songea qu'une femme à qui l'on demande, une seconde fois dans sa vie, de parler la première, ferait bien de ne pas choisir sa phrase comme un couteau, cette fois, mais comme on tend la main. Elle releva les yeux. Elle soutint ceux du duc. « Il fait combien dans la serre ?» demanda-t-elle. Quelque chose passa sur le visage du duc qui n'était pas un sourire, mais qui en avait, enfin, toute la charpente. « 16 degrés, dit-il, depuis le mois de mars. Tous les jours. Je l'ai noté. »« Alors, dit Marguerite Perrin, et sa voix ne trembla pas, ce dont elle fut fière comme d'un travail bien fait. C'est vous qui viendrez m'aider à finir ce bonnet. Joséphine a de l'ouvrage jusqu'au mois d'octobre, et je n'ai qu'une parole. » Le duc contourna la table. Il ne la prit pas dans ses bras.
Ce n'était pas un homme des grands gestes et elle n'était pas une femme des grandes scènes. Il s'assit sur le tabouret bas en face d'elle, trop grand pour le tabouret comme il était trop grand pour tout, et il prit le ruban qu'elle avait laissé tomber et il le lui tendit. Leurs mains se touchèrent au-dessus du bonnet de paille, à peine le temps d'un ruban qui change de main, et ce fut tout, et ce fut assez. Ils se marièrent à l'automne, à Chartres, sans personne du monde, avec Joséphine pour témoin, et Madame Lachance venue de Vaubernier dans sa robe des dimanches. Le monde en rit, un peu, quelque temps, puis passa à d'autres histoires, comme le monde le fait toujours. La serre donna, l'hiver suivant, une récolte médiocre d'oranges têtues, que Marguerite trouva les meilleures qu'elle eût jamais mangées, parce qu'elles ne lui coûtaient rien et ne rapportaient rien à personne, et qu'elle les mangeait à une table où l'on ne lui avait jamais dit de se taire. Bien plus tard, des années après, un soir d'hiver, quand une jeune fille du village viendrait porter du bois dans la bibliothèque de Vaubernier et trouverait, dans le tiroir d'un secrétaire de Merisier, un carnet de température et, roulé dans un mouchoir, une orange desséchée dure comme un caillou, on se demanderait pourquoi une duchesse avait gardé pendant tant d'années un fruit sec sans parfum. Mais nous n'en sommes pas là. Ce soir, il y a seulement une échoppe qui sent le feutre, un ruban qui passe d'une main à l'autre, et deux personnes à qui plus personne ne dira jamais de se taire à table. Elle reprit son aiguille. La lumière de juillet baissa sur la rue des Changes. Des histoires racontées avec une tendresse tranquille. Une lettre sans date arriva, portant un poids que l'automne avait gardé. Une dette, un nom que la ville craignait, que nul ne comprenait. Elle plia sa peur en silence, choisit le chemin que nul ne voulait voir. C'est ainsi, sans rien se promettre, que deux étrangers se trouvèrent dans le froid. Lui, l'homme que le monde jugeait à tort. Elle, la femme qui réapprit à croire encore. Une serre au chaud, 16 degrés dans la nuit. Un carnet tenu pour personne, jusqu'à ce qu'elle le lise enfin. Elle plia sa peur en silence, choisit le chemin que nul ne voulait voir. C'est ainsi, sans rien se promettre, que deux étrangers se trouvèrent dans le froid. Lui, l'homme que le monde jugeait à tort. Elle, la femme qui réapprit à croire encore. Si des histoires comme celle-ci vous accompagnent dans la nuit, laissez un commentaire et un abonnement. C'est ce qui fait qu'on continue de les raconter ici. Ceci est une œuvre de fiction située dans la France de la Restauration. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels n'est qu'une pure coïncidence.